Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici dans ce forum du Rolex Learning Center à l'EPFL. Je suis Véronique Moron-Layen, responsable de l'unité culture du Collège des humanités de l'EPFL. Vous êtes ici ce soir en fait pour vivre une expérience de musique, vous le voyez, et ensuite aussi une expérience de prise de parole. Cette expérience est proposée dans le cadre du festival Les Culturels, qui a lieu 2 fois par année à l'EPFL et que j'ai le plaisir de conduire. Alors, je vais vous expliquer brièvement le dispositif que vous avez sous les yeux. Alors, vous voyez 2 pianos. L'un va être joué par Richard Rentsch, compositeur et pianiste, chef d'orchestre aussi de cette soirée. Richard Rentsch a étudié à la Jazz School de Berne. Il est diplômé aussi de la Dick Grove School of Music de Los Angeles, ainsi que de la HEM de Lausanne. Et dans le cadre de la Fondation Agalma à Genève, il dirige des projets scientifico-musicaux sur les processus créatifs, des projets qui sont présentés dans des festivals comme le Festival de musique de Verbier, le Festival de jazz de Montreux, l'Institut suisse de Rome ou encore le CERN de Genève. Donc, un pianiste, un piano. Un autre piano avec une intelligence artificielle, nommé SOMAX, est développé par l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique à Paris, par le compositeur et chercheur José Miguel Fernández. José Miguel Fernández a étudié la musique et la composition au Chili et à Buenos Aires. Il a ensuite suivi les cours de composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et a participé au cursus de composition de l'IRCAM à Paris. Il compose des œuvres de musique instrumentale, électroacoustique et mixte. Il est lauréat de concours internationaux de composition, par exemple celui du très fameux ZKM de Karlsruhe, en Allemagne. En 2014, il a été sélectionné par l'IRCAM pour suivre le programme de résidence en recherche artistique sur l'interaction en musique mixte. Ces œuvres sont créées dans le monde entier à l'occasion d'événements comme la Biennale Musique en scène de Lyon, Archipel à Genève, Fabrica Europa à Florence, EMS à Shanghai ou encore le Bendigo International Festival of Exploratory Music en Australie. L'année dernière, il a soutenu une thèse de doctorat en musique, recherche et composition. C'est lui qui, avec une équipe de chercheurs de l'IRCAM, met en place SOMAX. Nous avons aussi 3 caméras maniées par Vincent Kapler, notre deuxième chef d'orchestre de la soirée. Ces caméras vont projeter sur les 3 écrans les images des 3 instruments, SOMAX au milieu et les pianos à gauche et à droite. Vous dire aussi que cette soirée va être filmée, donc on filme la scène, et ça nous sert à garder une trace de ce moment pour les archives du CDH Culture, pour la Fondation Agalma, et nous avons une diffusion d'une partie de ce film sur notre chaîne YouTube. Voilà, maintenant on va faire d'abord une démonstration. Avant le concert, avant la performance, on va faire une démonstration, voir comment ça marche pour essayer de se mobiliser et d'avoir quelques un peu mode d'emploi de la première partie de cette soirée. Alors, Richard et Miguel, à vous pour cette démonstration. Je reviens après. Merci Véronique, merci. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, merci. Bonsoir. Donc, on va et bonsoir, merci. Donc, on va et peut-être faire juste un petit exemple et après je vais vous montrer très rapidement comment ça marche théoriquement et techniquement le logiciel. Et voilà, donc on peut peut-être juste montrer des notes. Donc, l'idée c'est qu'on va donc, et Richard va jouer des notes isolées, et pour cette première démonstration, l'ordinateur donc va écouter ce qui joue Richard et va essayer de lui répondre directement, donc avec des accords. Et après, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Merci, Richard. Voilà, donc je vais passer un petit slide vite fait et, pour présenter un peu. Voilà, donc comme a dit Véronique, donc c'est un logiciel qui a été développé donc, par des chercheurs à l'IRCAM, donc c'est le Centre de recherche musicale de Paris. Et donc c'est fait par l'équipe REMUS et dans le cadre du projet REACH, qui est un projet européen de recherche. Donc Somax vient d'une lignée des logiciels d'improvisation. Donc l'idée c'est de créer un modèle d'un style, donc de pouvoir capter à partir de ce qui joue un instrumentiste son style et essayer de reprendre ça pour improviser. Donc c'est un logiciel qui a été développé pour l'improvisation. Et donc il y a eu donc plusieurs versions. Donc les premières étaient faites avec, pour ceux qui connaissent les mathématiques, avec des chaînes de Markov, donc avec des probabilités. Après il y a eu d'autres techniques, LZIP, etc., qui sont voilà un peu comme les chaînes de Markov aussi. Et il y a un troisième algorithme qui s'appelle le facteur oracle. Donc, ce qui a donné naissance, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais ça fait c'est ce qu'on appelle du pattern matching, donc il va essayer de chercher des similarités entre une base de données et c'est ce qui joue un instrumentiste en live. Et donc, ce paradigme Omax a été développé donc, avec le logiciel donc, qui s'appelle Omax, qui a été utilisé voilà, de 2004 jusqu'à 2013. Donc ça a beaucoup été utilisé pour les concerts donc, de musique improvisée et surtout de musique, on peut dire free jazz ou improvisation libre. Et donc à partir de 2020, donc on a Somax 2, donc qui est le nouveau-né de cette famille de logiciels. Et donc c'est le logiciel qu'on va utiliser ce soir. Donc très rapidement, comment ça marche? Donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'avec Richard est venu à l'IRCAM à Paris, et donc comment le logiciel a besoin donc de lui donner l'information, donc une base de données, c'est ce qu'on va appeler un corpus. Donc Richard a donc enregistré des morceaux de musique, donc c'est ce qu'on va présenter par la suite, et donc il a l'ordinateur, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il il prend, donc il a enregistré ça dans un séquenceur, donc c'est ce qu'on appelle un fichier MIDI. Et donc ça, on lui donne à manger, on dit donc à l'ordinateur, il va prendre tous ces enregistrements comme une base de données. Et donc c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une analyse, donc il va les segmenter et toutes les différentes notes MIDI pour créer donc une base de données. Et donc cette segmentation est faite à partir de descripteurs audio. Donc on appelle descripteurs audio, c'est-à-dire on va pouvoir analyser le son avec le pitch et le chroma. Donc qu'est-ce que c'est le chroma? C'est une espèce d'analyse harmonique. Donc on va savoir quelle est l'énergie qui va avoir chaque note, par exemple, de l'échelle de 12 tons. Et donc aussi le loudness, mais bon, ça, c'est pas encore fait. Et donc, après, on va créer donc, un modèle à partir de ces analyses. Donc, l'ordinateur va avoir un modèle dans sa mémoire de pitch et chroma. Et donc, après, on va interagir avec ça. Donc, c'est bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'ordinateur donc, va avoir un modèle interne et un modèle externe, donc c'est ce qui va être joué. Et donc, à la fin, ça va créer des profils des pics qui vont donc être utilisés pour avoir donc une influence, donc, qui va être Richard. Et il faut dire que le logiciel aussi fonctionne avec de l'audio, donc on peut lui donner aussi comme base de données des enregistrements audio, donc de n'importe quel type de musique, et il va faire le même processus, il va le segmenter et il va l'analyser en pitch et en chroma.
Donc comment ça marche? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir donc une mémoire. Donc à chaque fois que Richard va jouer, donc par exemple il joue un événement A, on va avoir donc tous les A qui vont être activés. Après s'il joue un événement B, et donc on voit ici que B, donc le pic a augmenté. Après il a apparu un nouveau pic et le D, il est décalé, mais il reste quand même une mémoire résiduelle. Donc ça c'est très important parce que ce modèle de mémoire va servir après à choisir quelle partie du corpus l'ordinateur va à choisir et grâce à l'analyse en temps réel de Richard. Donc etc. Si on prend un C, donc on voit qu'il y a un pic beaucoup plus grand et en C. Et donc voilà, c'est ce profil qui est ici, donc qui va permettre de faire le matching, le pattern matching pour aller chercher des bouts dans le corpus. Bon, j'espère que c'est pas trop... c'est un peu rapide comme explication, mais peut-être vous allez comprendre et si vous voulez rentrer. Donc il faut dire que c'est un logiciel open source, donc même si ça marche sur MaxMSP, qui est un logiciel payant, mais toute la librairie est open source. Et donc est faite en Python, mais je vais vous montrer ça plus tard. Bon, je vais passer... donc là, voilà, il y a l'input donc qui est Richard, dans ce cas-là, qui est audio. Donc ici, donc là, dedans, il y a des microphones qui rentrent dans l'ordinateur, donc à travers une interface audio. Et donc l'entrée est audio, mais la sortie va être en MIDI. Donc ça sort par une interface qui va vers le disque clavier, l'ordinateur MIDI, le piano MIDI. Bon, ça je vais passer un peu, c'est juste comment est fait le logiciel avec les différentes parties, donc l'analyse de corpus, les influences, donc qui va être Richard ou ça peut être un clavier MIDI, etc. Et on a après un serveur, donc il y a un serveur Python qui travaille en parallèle, donc c'est lui qui reçoit les informations, qui fait les calculs d'analyse et qui renvoie donc l'information à c'est ce qu'on appelle un player, donc c'est un agent qui va jouer les différents segments en fonction de ce qu'on va et c'est ce que l'utilisateur va lui dire. Donc moi je peux dire de jouer différemment ou de jouer des choses plus continues, plus saccadées, etc. Et après, à la fin, donc, on a un rendering, donc c'est-à-dire une sortie MIDI, dans ce cas-là, pour le piano, ou ça peut être de l'audio pour sortir par des haut-parleurs. Donc voilà, ça c'est l'interface que vous avez vue au début qui fonctionne. Donc l'influence, c'est Richard. Donc il y a ici l'entrée audio, les deux microphones qui rentrent. Et après, on va lui dire à chaque agent, donc chaque player, et joue par exemple l'audio influenceur, mais il peut avoir de MIDI influenceur, etc. Et donc après, ici, on va charger les corpus. Et donc ça, c'est ici. Donc voilà, on charge les corpus. Donc ça va être la mémoire interne et les influences externes. Et donc différents paramètres qu'on va utiliser, par exemple, pour jouer le corpus d'une façon plus continue, avec des sauts, avec aussi des probabilités, la qualité. Donc si le match est plus... qui marche mieux, on va dire, ou on peut dire que la qualité soit moindre pour avoir plus de réactions. Et voilà, on peut dire qu'il coupe à chaque fois que Richard va jouer ou pas, la durée de chaque segment, etc. Bon, désolé pour montrer ça d'une façon un peu rapide, mais voilà, on n'a pas trop de temps, mais si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez me demander ou aller voir directement sur le site internet de l'IRCAM et comment ça fonctionne et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander après plus de précisions si ça vous intéresse. Merci. Voilà,
Voilà, je vais vous donner encore quelques autres instructions pour nous mettre un peu dans l'oreille de ce qu'il faudrait avoir dans le cerveau. Le titre de notre soirée, c'est « Invention versus imitation ». On va décortiquer ces deux termes tout à l'heure lors de la table ronde. Mais pour écouter ce qui va se produire, il faut avoir à l'esprit que l'invention et l'imitation sont indispensables à la création, comme les deux faces d'une seule médaille. Il n'y a pas de création sans mémoire, par exemple. La création, c'est un palimpseste. Et ce matin, sur France Culture, j'écoutais le compositeur Simon Coquet, qui a été choisi pour composer la musique du film restauré Napoléon d'Abel Gans, qui est projeté à Cannes, un film muet à l'origine, et on a demandé pour cette version restaurée de créer une composition musicale. Ce compositeur expliquait sa création musicale, je cite, « J'ai mis plusieurs œuvres symphoniques dans un shaker. J'ai secoué très fort, versé dans un verre et j'ai écouté ce qui s'est produit. On obtient une musique originale avec des musiques préexistantes. Je mélange les œuvres, je les malaxe, je supprime des transitions et je fais à partir de cette matière sonore une nouvelle partition. » Alors, est-ce que c'est de l'intelligence humaine, de l'invention humaine, de l'invention SOMAX, de l'intelligence artificielle, hein? Voilà, il y a un brouillage des frontières et c'est très intéressant. En fait, dans la création, la page blanche n'existe pas. C'est un mythe, hein, c'est une fiction dans la réalité de l'acte créateur. On y croit, mais ça n'a aucune réalité. Le philosophe Jacques Derrida, qui a longuement réfléchi à ces deux notions inventées et imitées, a écrit « La venue de l'invention ne peut se rendre étrangère à la répétition et à la mémoire ». Alors, ce soir, nous avons affaire à deux formes d'intelligence, l'une humaine, l'autre informatique et artificielle. Ce que l'on propose, c'est d'entendre comment ces deux intelligences vont faire de la musique. Comment est-ce qu'elles vont créer en utilisant autant l'une que l'autre l'invention et l'imitation. Il faut absolument se départir de l'idée de la dichotomie que l'invention serait du côté des humains et l'imitation du côté de la machine. Non, il faut vraiment oublier ça. Donc, ne jugeons pas non plus l'une à l'aune de l'autre, mais il faudrait écouter ce qu'elles peuvent faire ensemble. Voilà le programme. Vous allez entendre une première pièce jouée, composée in extenso par Richard Rentsch, intitulée Blue Handsome Grey. Vous allez l'entendre 2 fois pour vous familiariser avec la mélodie. Puis, SOMAX va entrer en jeu, ou pas, et jouera avec Richard. Et à la fin, Richard reprendra seul le morceau. On va procéder de la même manière avec un deuxième morceau, Things Ain't What They Used to Be, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, un blues de Duke Ellington. La pièce est jouée 2 fois par Richard, SOMAX entre en jeu et joue ou pas avec Richard, et à la fin, Richard reprend le thème. Un 3e morceau sera joué, beaucoup plus improvisé. Richard jouera une note, quelques notes, puis 3 notes, puis un thème, et SOMAX va enchaîner, prolonger, dialoguer. Et Richard jouera aussi. Un duo se formera où chaque intelligence écoutera l'autre et jouera en fonction de son écoute. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Richard, José, SOMAX, musique.
Alors, je crois qu'on va encore applaudir fortement Somax, José Miguel Fernandez et Richard Hensch. Beaucoup de tensions, beaucoup de questions peut-être, beaucoup d'attention. On sentait le public extrêmement à vif dans ces moments, en complet accord avec les mains de Richard, avec les touches de piano, avec la concentration de José Miguel. Voilà, je ne vais pas trop en dire, parce qu'on va passer à la deuxième partie de cette soirée. On va tenter de mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce que l'on a ressenti, éprouvé, compris, et cela en relation avec notre subjectivité et avec nos connaissances. Alors on va entendre 4 experts et expertes. Je vais demander aux experts et expertes de venir sur la scène, de se déplacer et de venir prendre place sur les sièges ici. Je vais les présenter tout à l'heure. Donc venez sur scène. Et puis je vais demander aussi à 2 étudiants, une étudiante, un étudiant, Adèle Monjose et Mehdi Alaoui, de venir aussi sur scène. Et on va commencer par eux. Ils vont le venir, voilà, ils sont là, tout le monde s'avance. Venez, prenez place. Voilà, on les applaudit pour eux. Oui, venez. Mettez-vous, voilà, très bien. Les étudiants ici, prenez un micro, vous passez. Et puis vous pouvez vous asseoir ici. Voilà. Installez-vous, François, Claude, je vais vous présenter tout à l'heure. Vous vous passerez les micros, mais chacun parlera l'un après l'autre. On ne va pas faire de stéréo. Alors, première, on est à l'EPFL, c'est une école, donc il y a des étudiants, des étudiantes, et puis j'ai invité 2 étudiants, une étudiante, un étudiant à venir donner leur avis. Enfin, ils ont bien voulu venir, ils ont choisi de venir, pas forcé. Adèle Monjose, étudiante en informatique, elle commence son apprentissage sur l'intelligence artificielle, plus particulièrement le machine learning. Elle aime beaucoup la musique et spécialement le piano. Et puis Mehdi Alaoui, étudiant en 2e année d'informatique, il est un passionné de musique, il joue de la guitare et du piano et il compose aussi de la musique assistée à l'ordinateur. Alors, Adèle Monjose, comment avez-vous vécu ce moment? Donnez-nous votre témoignage. Alors, je ne sais pas si c'était intentionnel, mais pour moi, les 3 pièces, elles avaient l'air un peu connectées, dans le sens où on a l'impression qu'il y a un dialogue. Au début, et vous jouez tout seul, et la machine, ça jouait un peu une histoire, et la machine, elle venait rapporter, on dirait, sa propre histoire, un peu s'imposer. Des fois, ça allait ensemble, et des fois, on sentait un contraste. Et puis, j'avais l'impression que plus les pièces avançaient, plus il y avait plus de, de désaccords, parce qu'on avait l'impression que ça s'intensifiait, le dialogue, qu'il y avait plus de désaccords peut-être. Surtout vers au bout d'un moment où ça devenait très intense et très contrasté, presque un désordre comme ça. En tout cas, c'était mes premières impressions. Vous parlez plus précisément de quelle pièce, peut-être? En fait, c'est les 3, justement. J'avais l'impression que les 3 étaient connectés de cette manière, justement. Plus elles avançaient, plus ça s'intensifiait. Et vous, Mehdi Alaoui, comment avez-vous vécu ce moment de musique? Bonsoir tout le monde. Alors, au départ, c'est vrai que j'étais un peu déstabilisé quand Somax il a commencé à jouer, parce que c'est vrai que c'est... Richard aussi, dit-il dans mon dos. Parce que c'est vrai qu'on est d'abord concentré sur la pièce que joue Richard, et après c'est très imprévisible quand Somax arrive. Mais ce que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que Somax il réagissait en fait à la dynamique du jeu de Richard. S'il y avait... alors ça réagissait à l'attaque des notes, vers la fin des morceaux, ça s'abstenait de jouer par exemple. Et ça, je trouve ça très impressionnant.
J'imagine le nombre de modèles et d'entraînements qui ont dû passer derrière. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ça s'est entraîné en même temps qu'il joue, parce qu'il joue d'abord à lui seul, et puis ensuite ça... Et, non, en fait, il y a la possibilité de l'entraîner en temps réel. Donc, il y a un mode ici qui s'appelle recording, mais qui fonctionne pour l'instant seulement pour l'audio. Donc, on va enregistrer l'audio qui va rejouer de l'audio qui va sortir par des haut-parleurs. Donc, le mode, disons, MIDI n'est pas encore au point, mais ça devrait venir. Et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait, c'est d'enregistrer Richard lui-même. Et donc, on a enregistré plusieurs morceaux donc, qui ont en relation harmonique, par exemple avec le premier, le standard de jazz aussi. Et tous ces corpus, on va dire, c'est ça qu'on a fait après, on les a concaténés et on lui a donné ça comme modèle à la machine. Et donc, voilà, c'est pas vraiment en temps réel. C'est ce qui est en temps réel, c'est par contre le choix de quel segment qui a analysé va utiliser pour tel moment. Et donc, avec ça, voilà, on joue avec les différents paramètres de harmonicité, de pitch, etc. Mais on a l'impression, merci pour cette question, on a l'impression qu'il apprend ce malaise que tu sens, parce que je le sens aussi, j'ai l'impression qu'il apprend. Tout à coup, il fait alors moi, il fait une note comme ça, donc moi je recule aussi. C'est vraiment, parce qu'on a commencé, on voulait faire, on avait pris un nocturne de Chopin pour travailler vraiment quelque chose de très écrit, et puis prendre un standard de jazz, non pas un blues. Donc, on a dû vraiment mettre au degré zéro. C'est presque comme quelqu'un de 12-13 ans qui apprendrait le piano un peu, qui commencerait c'est très, très, très particulier. C'est très, très particulier. On n'ose pas se lancer dans une phrase tout à coup parce que la réponse, ça bloque tout de suite. Donc, on revient. Oui, donc ça fait partie du jeu, de ce soir. Voilà. Oui, il faut dire que le logiciel est conçu pour l'improvisation plutôt. Donc, quand on l'a confronté à une musique écrite, donc très, très écrite, comme Chopin, qui en plus on connaît par cœur, et on sait les modulations et tout ça, et l'ordinateur, donc, il répondait, mais c'était pas, disons, c'est un peu choquant parce qu'il va improviser des fois de façon pas en suivant la même harmonie. Et bon, et c'est difficile quand même d'improviser sur Chopin, si vous improvisez vraiment la pièce très très écrite, que quelqu'un improvise au-dessus. Donc même cet exercice est difficile de faire pour n'importe quel musicien. Donc pour l'ordinateur aussi, c'est difficile. Adèle et Mehdi, vous voulez rajouter quelque chose ? Entre autres, le fait que pour des pièces qui sont un peu plus conventionnelles, à savoir la première et la seconde, le modèle réagit plutôt bien. On a des effets de syncope sur le blues, le deuxième, que j'ai trouvé très sympa. Et ça suivait les gammes. Et c'est très impressionnant parce que j'étudie du coup ce qui se passe derrière tout ça. C'est quand même assez impressionnant comme logiciel. Mais oui, au moment de l'improvisation, c'est vrai que c'est assez désordonné, mais ça suit quand même une structure, donc toujours ça reste très impressionnant. Plutôt convaincu. Très bien, alors vous restez là, vous pouvez reprendre la parole tout à l'heure, bien sûr. Invention versus imitation. Notre soirée va maintenant mettre en discussion ces termes, mais toujours à l'aune de ce qu'on vient de vivre. Et puis moi, je voulais juste en introduction définir ces mots, invention, imitation, mais plutôt du côté de l'histoire de l'art, de l'histoire des arts. Ce sont des termes qui sont très employés. Et dans ma discipline, l'histoire de l'art, ce sont des mots vraiment fondamentaux. Inventer, tout le monde le sait, ça veut dire créer du nouveau. On est d'accord. Inventer signifie en venir à trouver pour la première fois. Mais en fait, jusqu'à l'aube de la modernité technoscientifique, disons jusqu'au XVIIe siècle, on parlait d'invention dans un autre sens. On parlait d'invention au sujet d'existence ou de vérité qui, sans être créée par l'invention,
sont par elles découvertes et dévoilées pour la première fois. L'invention, c'est en fait ce qui est trouvé. En effet, dans le langage chrétien, lorsque l'on parle d'invention, et c'est dans cet usage chrétien que le terme était utilisé, on signifie la révélation de quelque chose qui est déjà là, mais qui demeurait inconnu, qui n'était pas vu. Par exemple, on parle de l'invention de la vraie croix, on parle de l'invention du corps de Saint Marc. Donc cette notion chrétienne a prévalu jusqu'au XVIIe siècle. Elle est peut-être intéressante aussi pour nous ce soir, il faut peut-être l'avoir en tête, car elle met l'invention en relation avec quelque chose qui préexiste. Elle est comme un regard attentif et sélectif porté subitement sur un objet anodin, un regard qui brusquement donne sens et fait sortir l'objet de son anonymat, lui confère une nouvelle identité. Cette notion d'invention implique un déjà là. Mais à partir de Descartes et de Leibniz, on ne parlera quasiment plus de l'invention comme découverte dévoilante, mais comme une découverte productive. On arrive avec notre notion d'invention moderne qu'on a dans notre tête. L'invention comme découverte productive. Il y a la production de quelque chose de nouveau. Ce terme de production oriente l'invention du côté d'un processus de technologisation, d'une techné, qui colore donc l'invention. L'invention aujourd'hui est liée à la technologie et peut-être moins aux arts, qui lui préfèrent le terme de création. Autre mot de notre binôme, l'imitation. L'imitation, selon Aristote, c'est le mode de relation qui relie les cycles erratiques du monde sublunaire au cycle parfait du monde supracéleste. Ou bien, c'est aussi l'art qui doit imiter ce qui le dépasse, c'est-à-dire la nature. L'invention, c'est la mimésis, c'est une relation d'une chose à un modèle. Dans l'histoire de l'art, la question de l'imitation, que l'on traite sous les termes de ressemblance et de mimésis, est vraiment cruciale. Les arts plastiques affectionnent l'imitation. L'imitation produit de grands plaisirs esthétiques. Pensons par exemple aux chairs, au rendu de la carnation, ce traitement par la peinture de la peau, de la chair, de la couleur, de la texture de la peau. Le peintre vénitien, Titien, est reconnu comme un maître dans l'imitation des chairs, par exemple. Et on dit même qu'il trempait le pinceau dans le sang pour faire encore plus vrai dans la couleur des nus de ses Vénus. Ce plaisir de l'œil qui touche la chair et la caresse d'une certaine manière, c'est bien sûr le plaisir du simulacre, le plaisir de l'illusion, du trompe-l'œil, tout signe qui se veut le plus indiscernable possible d'un référent, d'un modèle. On jouit vraiment d'une belle imitation. L'imitation, on la retrouve sous une forme extrême dans les fondements de l'art contemporain avec les ready-made, inventés par Marcel Duchamp en 1914. L'artiste, on connaît l'histoire, se rend au bazar de l'Hôtel de Ville de Paris, il achète un porte-bouteille et il l'expose tel quel au musée, après lui avoir ajouté sa signature. Duchamp instaure l'avènement du semblable, du même. Avènement radical puisqu'il pousse l'imitation classique, donc le fait qu'une œuvre doive ressembler à son référent, jusqu'à sa dernière limite. Le ready-made n'est pas semblable à un porte-bouteille selon un travail d'imitation plus ou moins bien mené, il est absolument semblable en tant qu'un exemplaire prélevé directement dans la série de son référent même. On le voit, l'imitation est très présente dans les arts. N'oublions pas, pour terminer, que du XVe au XIXe siècle, les artistes apprenaient en copiant les modèles antiques. Copier les antiques, c'est remonter aux ancêtres des formes artistiques, c'est connaître les générations antérieures afin d'être soi-même. Ce n'est pas connaître le passé, point barre. C'est vraiment se former soi-même, se constituer soi-même comme un maillon de cette histoire. Copier les antiques, c'est donc se créer soi-même au présent par l'imitation et la connaissance généalogique de son art. Ces deux termes, invention et imitation, on va les discuter en ajoutant d'abord, bien sûr, comme l'ont fait l'étudiant et l'étudiante, tout ce qui s'est passé tout à l'heure dans ce moment musical, cette performance, ce grand moment de musique,
et puis en les amplifiant avec des notions encore que chacun et chacune de nos expertes vont pouvoir développer. Alors je vais vous les présenter. Valeria Vianel-Audry, ici, neuropsychiatre, responsable de 2 unités de neuropsychiatrie pour enfants et adolescents au service hospitalier de Trento, en Italie. Franck Renucci, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il est membre du bureau de la revue internationale Hermès au CNRS. François Ansermet, psychanalyste, pédopsychiatre, professeur honoraire à l'Université de Genève et à l'Université de Lausanne, précédemment chef du service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents aux hôpitaux universitaires de Genève. Claude Welcher, philosophe, anthropologue du théâtre. Il enseigne au gymnase de Beaulieu et il a beaucoup œuvré pour la préparation conceptuelle, intellectuelle de cette soirée. Tous ces chercheurs se retrouvent aussi au sein de la Fondation Agalma, où ils dirigent différents projets et travaillent ensemble. Alors, voilà, ils ne savent pas dans quel ordre ils vont passer. Petit suspense. Donc, je vais demander d'abord à Valeria Vianel-Audry de nous dire ce qui s'est passé pour elle. Et puis, peut-être, sans doute, elle va nous parler aussi du corps. Je vous remercie et je remercie tout le monde pour cette possibilité d'être ici parce que c'est une expérience unique, je crois. Et veuillez un peu me pardonner pour mon français parce que je ne suis pas francophone, j'aurais un peu de la peine, je crois, à communiquer tout ce que je veux communiquer. Et pour moi, c'est de la surprise surtout. Moi, je ne suis pas ni informaticienne, ni musicienne. Donc, d'être ici, de voir ce qui se passe, vraiment sans savoir comment ça se passe, parce que c'est ça aussi, c'est un peu mystérieux, c'est surtout de la surprise. Après, ce que m'a... Donc, pour moi, c'est tout beau. Je ne sais pas, je suis comme un enfant. Pour moi, c'est tout beau, c'est magnifique, elle fait comme ça. Ah, c'est merveille. Mais après, pour ce qui concerne un peu l'expérience, et je suis très intéressée pour ces aspects, je crois, vraiment créatifs, parce que j'ai eu un petit peu d'expérience avec des machines pour la création d'images, et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe dans certains moments, même avec la base de données, même avec tout. Donc, c'est ça. Et est-ce que vous voulez que je passe le micro ou que je parle un peu? Ah bon. Alors, oui, on m'a un peu demandé de parler à partir de mon expérience professionnelle. Et je m'occupe d'enfants. Richard avant a dit, c'est comment entendre un enfant de 12-13 ans ou 12 ans qui apprend. Qui apprend. Alors, de l'apprentissage des enfants, on ne sait pas tellement, même si on a beaucoup de modèles, mais ça m'a touchée. Les faits, je vous dis, de retrouver cette... dans l'article de Turing. L'article de Turing, comme vous savez, c'était un des pionniers de computing machinery. Et dans son article, il explique, quand il imagine un peu le futur des machines, thinking machines, il les appelait un peu, il se demande, et il dit, j'ai ici l'article, qu'il espère que les machines pourraient compete in English, je ne sais pas le mot en français. Come si dice competere, François? Competere, compétition. Entrer en compétition avec les hommes dans tout le champ intellectuel. Mais aussi se demande comment commencer cette voyage de machines. Et il propose, peut-être ça peut être le jeu de
scacchi. Le jeu de chess. L'échec. Après, donc il dit, bon, ça peut être une bonne forme. Ça, c'est vraiment la fin de son article Computing Machinery and Intelligence, qui est apparu dans une revue de philosophie qui s'appelait Mind. Donc pas dans une revue de computing ou de mathématiques. Et il dit, c'est comment après qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire après? Après, il faut donner à la machine le meilleur organe de sensus, donc la vision ou l'écoute. Et après encore, il faut peut-être lui enseigner. Et comment? Lui enseigner à comprendre et à parler l'anglais, il disait. Et comment? Et il décrit ces processus dans une phrase que ces processus pourraient suivre l'apprentissage normal, et on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est l'apprentissage normal d'un enfant. Hein? Et c'est tellement vrai que les pionniers de machine learning se sont penchés un peu sur les enfants. Ils voyaient dans une certaine forme leurs créatures, parce que ce sont des créatures, donc ce sont des créations, les machines aussi, et là c'est un point intéressant pour moi, comme des enfants. Et c'est tellement vrai que le labo du Massachusetts Institute of Technology dans les années 60, ils ont envoyé quelqu'un de leurs chercheurs, ou ils ont pris après, je n'ai pas compris ce qui venait avant ou ce qui venait après, à étudier avec qui? Avec Piaget à Genève. Donc c'était un ingénieur qui allait chez Piaget pendant 2 années. Il s'appelle Seymour Papert. Et après, il a cherché de reporter ce qu'il avait appris pour le machine learning, pour l'apprentissage des machines. Donc, c'est comme si la question que je m'étais posée, pourquoi il y a chez nos créatures machines cette idée qu'ils doivent être un peu comme nous, non? Qu'ils doivent faire, ou on leur demande de faire les choses qu'on fait nous, ou de partager nos expériences comme ça, non? Et j'ai trouvé que cette idée, c'était là du début. Du début, ça veut dire Turing, ça veut dire le Massachusetts Institute of Technology dans les années 60, donc pas maintenant seulement. Et après, qu'est-ce qu'on sait de l'apprentissage des enfants? Peut-être pas grand-chose, peut-être qu'on va apprendre aussi des enseignements qu'on fait avec les machines, quelque chose de plus sur la façon dans laquelle nous pensons l'apprentissage, au moins. Et je m'arrête là. Pour cette... Merci Valeria. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure. Et maintenant, je passe la parole à Franck Renucci. Voilà, comment avez-vous, quand vous avez commencé à comprendre ce projet, peut-être, quelles étaient vos premières réactions, puis qu'est-ce que vous avez entendu ce soir et comment le rattacher à vos recherches, où je sais que les arts ont une importance. Oui, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Merci, je suis heureux de retrouver aussi des collègues ici à Lausanne. Donc, je viens de Toulon et Paris, Université de Toulon et CNRS Paris. Alors, d'où je parle un peu, déjà, mais je ne vais pas trop vous en parler, mais quand même d'une pratique cette année. Donc, je suis professeur des universités, il a fallu que je corrige des copies. Oui, bon. Et j'ai corrigé des copies, donc je pense qu'il y a des étudiants, là. Et j'ai mis une bonne note, 15. Puis après, je suis allé sur les outils. On a des outils maintenant pour voir un peu le plagiat et l'utilisation d'IA. C'était fait à 80% d'IA. Et donc, j'ai décidé
de prendre tous les fichiers qu'on m'avait envoyés pendant l'année, mais non pas, je leur ai dit, je ne vais pas sanctionner, mais simplement, je me suis demandé comment j'allais faire avec ça. Et qu'est-ce que j'allais faire? Parce que se pose la question, et se pose la question aussi pour nous, enseignants. Donc, on a discuté, on a réagi, j'ai annulé des épreuves en Master 1, puis en Master 2, je leur ai dit qu'il fallait refaire un peu certaines choses. Mais bon, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça, donc pas en sanctionnant, mais aussi en se demandant qu'est-ce qui se passe quand on écrit. Et là, on voit. Alors, ce que je peux dire, je ne vais pas aller plus loin, parce que je vais en venir à l'expérience que l'on a vécue aujourd'hui, c'est que tout de même, à force de lire des copies, et on a des outils où on voit, c'est assez vertigineux, hein, je vous assure, on voit les fichiers, parce qu'ils sont capables de copier, de recopier, de changer. On voit 3 fois le même paragraphe qui dit la même chose, mais de façon différente. Bon. Mais tout de même, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'à force, j'ai bien vu que ceux qui ne l'utilisaient pas, il y a une intention qui n'existe pas dans d'autres copies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, intention? Je ne sais pas trop. Après, d'où je parle, c'est aussi... Eh bien, que j'avais rencontré quelqu'un qui n'est plus, Jacques Perriot, je tiens à lui rendre hommage, et qui m'avait beaucoup parlé de Pierre Schaeffer. Donc, j'ai croisé Merce Cunningham, qui m'avait parlé de John Cage. Alors, tout ça, pourquoi? Pour dire quoi? C'est que je suis heureux de voir l'inscription historique qui a été faite de ce logiciel par José en début, parce que moi, ça m'intéresse, voir comment les choses ont pu évoluer pour les inscrire dans le temps. Parce que tout ce que la musique et l'IRCAM depuis longtemps, je veux dire, a croisé les chercheurs qui se sont intéressés à la cybernétique, aux sciences cognitives aussi, enfin, dans ces différents mouvements, et ça on ne peut pas le négliger. Et déjà toutes ces questions étaient tout de même posées. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui, quoi? C'est vrai, par rapport à ce que l'on a vu. Et ce qui m'est venu à l'esprit, et je vais reprendre votre expression, José, c'est quand vous dites... Eh bien, on nourrit, vous savez, vous l'employez souvent, on nourrit la bête en IA, par des données. Non, vous ne dites pas nourrir? Pas nécessairement, mais vous l'avez dit. Bon, enfin, alors, on ne va pas changer de nourrir. Mais on nourrit avec quoi? On nourrit avec ce que propose Richard. Donc, c'est Richard qui joue en se nourrissant lui-même, vous voyez, donc imitation, invention. Je me suis dit, là... Et hop, évidemment, parce que j'en ai parlé aux collègues, je retombe sur ma figure préférée, la boucle, quoi, vous voyez, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que quand on assiste à une improvisation, disons, classique, ça peut être seul, hein, l'improvisation, mais quand il y a un dialogue qui s'opère, ça s'opère à deux, et en général, l'autre qui est là n'est pas tout à fait le même, quoi, n'est pas dans les mêmes formes. Alors, je me suis posé les questions, mais je vous poserai, José, après. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des expériences un peu de métissage, c'est-à-dire Richard jouant avec un Somax autre? D'ailleurs, Somax, vous voyez, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que Somax, au début, je vous assure, je n'ai pas entendu Max, j'ai entendu Soma, quoi. Vous voyez? Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette expérience aussi, c'est une expérience infinie là, qui peut se passer, je veux dire, entre Richard et Somax. Mais Somax, lui, il a pas mal au dos, quoi, vous voyez, donc il peut jouer longtemps, quoi, hein, vous voyez, donc... Oui, il peut jouer infiniment. Oui. Et oui, en fait, là, c'était un cas particulier où on a voulu jouer Richard avec la réponse à partir de Somax de Richard lui-même, mais on l'utilise normalement avec... des bases de données d'autres musiciens, donc, où on peut même les générer aussi. Mais voilà, ça c'est une expérience particulière, mais toutes les possibilités sont en fait ouvertes. Donc, et Somax avec Somax? Somax avec Somax, oui, justement parce qu'on peut, donc un influenceur, donc qui est les agents qui sont là, on peut lui dire de jouer un autre. Donc on peut faire des chaînes d'influenceurs qui vont influencer d'autres influenceurs qui vont influencer d'autres. Donc on peut créer une chaîne qui va jouer donc Somax tout seul en fait. Parce que je me suis dit c'est une sorte d'œuvre ouverte, et je ne savais plus m'arrêter, quoi. Non, parce qu'il y en a eu des œuvres ouvertes depuis des décennies. Et là, c'est... Je pense que en fait, l'improvisation, c'est, je pense, une œuvre ouverte. Donc, l'idée du logiciel n'est pas de faire de la musique écrite déterministe, mais justement d'improviser
avec voilà, de co-improviser, on appelle, donc avec un instrumentiste, donc Richard dans ce cas-là, mais voilà, ça peut être avec, alors, avec le vent, ou les oiseaux qui sont... Voilà. Oui. Si je vous dis que comme toute improvisation, celle-là se joue du temps pour saisir l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'une certaine façon, c'est une invention. Là, ce qu'on vient d'assister, c'est une sorte de composition qui n'existait pas, mais qui existait, qui était un peu préparée auparavant, vous voyez, mais que le temps de l'invention, le temps de l'improvisation, pardon, vous voyez, c'est le lapsus, amène à la composition. Souvent, c'est comme ça. Enfin, d'une certaine façon, le temps de l'improvisation, quand on est là, on cherche. Mais, et donc, j'ai cherché, je me suis dit, tiens, en écoutant, quoi, qu'est-ce qui se passait? Et ce qui m'a... J'ai pas repéré, sincèrement, et ça, c'est, je pense plutôt la question, il a répondu partiellement tout à l'heure. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est est-ce qu'il y a des accidents, nous, on a évoqué la figure du bug, mais moi, c'est pas tant ça, c'est... Dans la relation qu'il y a avec Somax, c'est sympathique, gentil, ou on peut bousculer un peu? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut aller le chercher, Somax, pour créer, inventer donc quelque chose, ou est-ce qu'on reste dans quelque chose où en fait la forme se reproduit, quoi? Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je crois que... Non, je pense qu'on peut, mais il faudrait simplement plus de temps, jouer plus régulièrement avec, pour oser lui proposer d'autres choses. Oui, ça serait tout à fait possible. Non, on peut vraiment quitter le côté boucle ou le côté... Absolument. Oui, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que si on parle d'imitation, invention, c'est qu'à quel moment la fausse note, enfin je dis pas, bien sûr que tu ne fais pas des fausses notes, hein, mais je veux dire, si elle se produit, par exemple, on sait très bien que dans l'improvisation, ça peut amener à quelque chose. Enfin, moi je ne suis pas du tout... Tout à fait, oui. Mais souvent on en a entendu parler. Donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire justement cet inattendu de l'accident, en fait. Je veux dire, où est-ce qu'on attend forcément quelque chose qui soit bien, dans lequel on est bien en relation, quoi. Vous voyez, c'est là où je pense qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau. Et après, j'ai pensé à toi, Richard, parce que dans nos échanges, je t'avais dit, oh, j'ai hâte que ça se passe, tout ça. Je me suis dit, j'ai hâte. Alors, il y a le fait de l'attente. Parce que quand on attend, parfois, on peut être déçu aussi. C'est le propre, et on ne sait pas trop où se situe la surprise, quoi. Alors, est-ce que... C'est ça, le truc, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas attendre parce qu'ils ne veulent pas avoir de surprise. Hein, bon, bref. Et donc, est-ce qu'il y a des... Là, par exemple, tout à l'heure, est-ce qu'on a eu des surprises? Moi, j'ai été surpris, sincèrement. Je pensais pas que... Je rejoins ce qui a été dit, c'est assez prodigieux, quoi. J'avais jamais vu ça, quoi, hein, ni entendu. Donc, bravo, quoi. Hein, j'ai été surpris à titre personnel. Et je me suis dit, tiens, parce que François était à un endroit où j'avais parlé de l'un sans l'autre. Je me suis dit, là, c'est bien, l'un sans l'autre, il n'y a plus personne, quoi. Et donc... voilà, est-ce qu'à un moment donné, cette attente et cette surprise, je veux dire, parce que l'attente représente un décalage d'une certaine façon. Parce que s'il n'y a pas d'attente, et d'une part, l'attente représente un décalage, mais aussi la non-réponse. Parce que là, lui, il répond tout le temps ou Non, je reviens au temps. D'habitude, ici, il y a un autre pianiste qui s'appelle Orazio Shortino, avec qui on en a fait des centaines d'improvisations. Et puis effectivement, on commence à se connaître très bien. Il faudrait vraiment que je fasse le même travail avec Somax régulièrement. Mais les surprises, il y en a eu là-dedans. Puis je l'expliquais tout à l'heure. Oui, il y a on est un peu sur des œufs, quoi. Tout à coup, on ne sait pas pourquoi il répond ça. Mais peut-être inversement, c'est peut-être moi aussi qui propose quelque chose qui est un peu... Mais il y a constamment c'est comme des petites décharges électriques. Oui, ça, tu en as Alors qu'avec Orazio, au début, dans la salle des improvisateurs fantastiques, je sais, je parle devant eux, j'ai un peu gêné, mais avec Orazio, c'est au début de l'improvisation. On a de la peine à se trouver, il y a un moment de latence comme ça, puis tout à coup, on part dans la même courbe, la même ligne. Mais là, on a tout le temps l'impression d'un début ici. On a tout le temps l'impression d'un début avec Somax. Pour l'instant, il faudrait que
je répète, et là je me répète un peu, que je sois coutumier, qu'on fasse ça tous les jours. Là, on s'est vu, voilà, on a nourri la bête et c'est tout. Et là, je découvre. Il faudrait faire plus régulièrement ce travail, puis on arriverait à une proximité. Ça, j'en suis certain. Oui, en plus, je rajoute que je me suis trompé. Et donc, on s'était mis d'accord pour faire un ordre. Et j'ai lancé pour l'improvisation un agent qui n'était pas prévu. Donc je me suis rendu compte, mais bon, ça a donné une autre prestation. Je crois que je vais arrêter. C'est un lieu un peu utopique, ce que vous présentez. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, ça peut ne pas répondre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est plutôt à l'ère actuellement des algorithmes d'anticipation. Alors il y a anticipation, parce que je veux dire, sinon ça ne peut pas se faire. Tout ce que vous mettez en place, mais d'un autre côté, c'est pour ça, quand on revient au thème, invention, donc il y a un cadre pour que les choses émergent, d'une certaine façon. Il y a un dispositif pour que ça émerge. Et ça émerge, d'après ce que j'ai pu voir et entendre, donc bravo. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a parlé... Est-ce qu'il faut anthropomorphiser ces machines ? Comment est-ce qu'on les voit comme nous ? Est-ce qu'elles sont des créatures ? Est-ce que ce mot de créature pourrait nous convenir pour les qualifier l'une et l'autre ? Là, il y a la question de l'erreur qui est arrivée, une véritable erreur qui s'est produite ce soir, et des erreurs qui peuvent produire des accidents créateurs. Dans la création, c'est toujours fécond, un accident. Et puis maintenant, on va écouter Claude Velcher, qui va sans doute nous parler du simulacre et de la simulation. Alors moi, je me suis posé tout au long de la performance la question de qu'est-ce que je viens d'entendre. Alors à l'évidence, je viens d'entendre de la musique, mais si je prolonge la question, qui est-ce que je viens d'entendre faire de la musique ? Alors d'un côté, Richard, sans doute, et de l'autre côté, ce qu'il est convenu d'appeler une IA générative, dont celle-ci que nous avons déjà tous pris l'habitude d'appeler par son prénom, Somax. Voilà, je fais un petit détour, à partir de là, on change de décor, et on se dit, campagne danoise, le soir, dans la brume, Bernardo, un soldat, monte la garde, il attend la relève, et il semble distinguer une présence dans le brouillard. Qui est là ? Alors tout le monde a reconnu la scène d'exposition du Hamlet de Shakespeare, et tout le monde sait déjà qui est là. C'est Francisco, un autre soldat, qui vient précisément prendre son tour de garde. Mais si on regarde un peu plus attentivement cette scène, on remarque que cette interpellation, elle multiplie les horizons de questionnement. Est-ce qu'elle est simplement adressée au personnage dans la brume ? Est-ce qu'elle est adressée au public ? Qui est-ce qui parle ? C'est le personnage ou le comédien ? Et alors, quel est le rôle de l'autre dans ce cas-là ? Est-ce qu'il se pourrait que le personnage ou le comédien se pose la question à lui-même sur le mode « qu'est-ce que je suis en train de faire ? À quoi est-ce qu'on joue ?» Et il y a un instant, en écoutant la musique mêlée de Somax et de Richard, c'est le même spectre de questions qui surgit. Spectre, Hamlet, tout ça. Et possiblement, les réponses que je vais donner à ces questions, elles vont déterminer les comportements vis-à-vis de ces instances et le type d'attention que je vais leur porter. Alors pour ajouter encore un tout petit peu plus à la perplexité, mais surtout parce que ça renvoie de façon extraordinaire à Somax et à nos préoccupations de ce soir, la réponse du garde, Francisco. Non, c'est à vous de me répondre. Halte là et dites qui vous êtes. Vous avez vu Somax attendre plusieurs minutes avant de bouger et de proposer une note. Donc, elles ne posent jamais le geste initial de l'interaction. Elles attendent un élément de données. Alors, on discutait avec José, dire de temps en temps, on voit Somax risquer des choses un petit peu plus initiales. Et ça continue. Donc, dites qui vous êtes. Réponse de Bernardo, vive le roi. Ah, c'est toi, Bernardo. Il dit, vous avez remarqué, d'abord, il ne le voit pas. Il le reconnaît par la voix. Et il se trouve que par chance, celui qui a répondu était effectivement Bernardo. Ça aurait pu être un personnage imitant Bernardo, ou alors ça aurait pu être Somax, ou une des voix générées par Somax. Alors la question qui est là, c'est qu'en écoutant les extraits musicaux, j'ai cherché à percevoir les différences entre le jeu de Richard et celui de Somax. Mais pourquoi ? Parce que ça affecte la façon dont j'écoute, dont je me comporte attentivement, attentionnellement. Ça change ce que j'entends. Bon, alors pour un des deux protagonistes, c'est facile. Richard Rentsch, un exemplaire de l'espèce Homo sapiens sapiens,
dans sa déclinaison Homo sapiens sapiens musicans. Et en face, ce qu'il est convenu d'appeler une machine qui fait tourner une IA générative. Mais cette machine, elle fait quoi? Elle imite, elle singe, elle contrefait, elle simule ou elle invente? Alors en 1981 puis en 1995, le sociologue Baudrillard publie 2 recueils de textes remarquables. Le premier s'appelle Simulacre et simulation et le deuxième s'appelle Le crime parfait. Alors la simulation, dit-il, remet en cause, en jeu, la distinction entre ce qu'on appellerait le réel et son imitation. Si je simule la maladie, il va être difficile de dire si je suis vraiment malade ou non, puisque je manifeste tous les symptômes de la maladie. Et si donc Somax simule, et peut-être ça jusqu'à une forme de perfection, le jeu musical, on serait dans une sorte de substitution ou d'imposture. Mais il serait, in fine, possible de démasquer cela par un système clair de repérage. Et si Somax fait ça, alors il ne serait pas vraiment un musicien, mais une machine. Et elle ne produirait pas non plus véritablement de la musique, mais une sorte de substitut de musique. Alors, qui est là? C'est la question que je me suis tout le temps posée, et elle est implicitement posée dans chaque performance. Et je l'ai vu évoluer, cette question, au fur et à mesure qu'une aisance semblait apparaître dans les prestations de Somax. Mais quelque chose que j'ai toujours cherché, c'est quelque chose qui était discriminant par rapport à la façon de jouer de Richard et ce que j'entendais de la part de Somax. Et je remarque que j'étais en train d'essayer de faire apparaître surtout ce qui me paraissait d'irréductible de l'un à l'autre. Et je me suis vu tenter d'essayer de préciser en quoi le geste interprétatif de Richard me paraîtrait plus ou moins musical que celui de Somax. Et là, je vois apparaître un trouble, c'est que nous n'en sommes qu'au balbutiement, on l'a vu quand même hésiter beaucoup au début, de ces technologies de l'IA, et déjà, elles semblent se présenter dans une sorte de virtuosité frankensteinienne, créature qui cherche à s'émanciper de son créateur, et qui fait penser, sur le plan scientifique, à la fameuse conjecture de Dartmouth, énoncée en 1955 par une équipe de chercheurs, parmi lesquels il y avait Marvin Minsky, et qui dit ceci, je cite, « Tous les aspects de l'apprentissage, ou toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent en principe être décrits d'une manière si précise qu'une machine peut être fabriquée pour les simuler. » Et il faut bien entendre, hein, il ne dit pas que tout ce que l'intelligence produit peut être simulé, il dit que tous les aspects de l'apprentissage et de l'intelligence elle-même, si tant est qu'ils soient bien décrits, peuvent être simulés. Ça veut dire la création. Et là, on quitte la simulation pour basculer vers ce que Baudrillard appelle le simulacre. Le simulacre, dit-il, ne cherche plus à imiter les choses, mais bien à en tenir lieu, à se constituer lui-même comme réalité première. À partir de là, la musique de Somax n'est plus stricto sensu la simulation d'une autre musique. Le virtuel qui initialement reproduisait, recombinait, devient la réalité elle-même, le réel en tant que tel. Alors qui est là? Qui est-ce qu'on a applaudi tout à l'heure? Richard, c'est clair, mais... qui est derrière la musique de Somax? Personne? Ou peut-être si, justement, Somax crée, on va oser le mot, à partir des innombrables sources qu'il mobilise dans son geste musical. Et ça me pose une question anthropologique, celle de la spécificité du geste humain. Au confluent, ça c'est pour François, de toutes les déterminations, influences, traces qui nous animent, qu'est-ce qui nous singularise vraiment? Et parce qu'il est une intelligence et pas simplement un script ou une matrice, Somax développe également une forme de singularité. Alors voilà donc le qui est là que nous adressions à Somax, qui se retourne vers nous. Parce que dans la musique que je viens d'entendre, j'ai cru percevoir à plusieurs reprises la troublante impression que Somax ne faisait pas seulement écho à Richard, mais qu'il répondait, et par moments même qu'il tentait une proposition. Par exemple, quand il est descendu dans la note basse du clavier, Somax ne l'a pas suivi. Et j'ai pu avoir l'impression qu'une autre personne que Richard jouait. Je m'efforçais par moments de ne pas regarder les écrans pour voir si quelque chose était perceptible. Alors qui est là? Une machine algorithmique programmée pour produire des sonorités perçues comme musicales par les humains et de l'autre côté un musicien? À terme, il se pourrait bien que dans certaines occurrences, et selon l'expression de Baudrillard, le crime soit si parfait que plus rien ne permette de distinguer une instance de l'autre. Et ce soir, alors là, José a répondu à la question tout à l'heure, en ce moment, Somax n'était pas en train d'apprendre, mais tous les autres moments durant lesquels il a enregistré des choses, il a appris.
il a déjà pris de Richard des informations et les a hybridées avec les traces dont il est déjà porteur. Il a assimilé ces influx nouveaux, il les a intégrés dans son économie, et pour parler comme Wittgenstein, il a inséré ces éléments de notre forme de vie dans ce qui devient la sienne. Et ce soir, Somax semble être devenu un peu plus une sorte de Richax. Et parce que aussi longtemps qu'on va considérer que ces deux types d'intelligence, avec toutes les difficultés que ça implique, entretiennent un rapport d'étrangeté radicale l'un vis-à-vis de l'autre, ou plus fécond encore, un rapport d'usager à outils ou d'organique à artificiel, de créateur à simulateur, il est probable que les IA se développent en dehors de toute possibilité véritable pour nous de les comprendre, de comprendre ce qui arrive et de comprendre ce qui nous arrive. Dès lors, on pourrait formuler une proposition qui prendrait la forme suivante. Somax appartient à un ensemble de nouvelles formes d'intelligence qui prennent place, évoluent parmi les intelligences existantes. La proposition de caractériser Somax comme étant une intelligence non biologique me paraît pas très convaincante parce que c'est une caractérisation négative. Elle qualifie par le défaut, par le manque. Dire qu'elle est artificielle, c'est embêtant parce qu'elle apprend de l'humain. Donc on peut supposer qu'à moins d'injonction contraire, elle s'humanise de plus en plus. On peut dire qu'elle n'intègre pas le corps. Puis en musique, c'est important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'anxiété. Mais elle succombera sans doute à la conjecture de Dartmouth, cette réserve. Et comme nos discussions avec José l'ont si souvent mis en évidence, on discutait avec le groupe et Richard, on appelait José n'importe quand parce qu'on avait une question, en pleine nuit, dire José, on est coincé, on ne sait plus. Somax amène parfois des solutions musicales auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Comme si une autre forme de vie nous incitait à innover et à s'immiscer dans notre geste créateur. Alors ça nous engage à re-questionner notre humanité et à réinterroger le sens des mots que nous utilisons. Machine, intelligence, artifice, humain, geste, musique. Et comme dit Wittgenstein, d'aider la mouche à sortir du piège à mouche langagier. Alors qui est là? Un autre événement. À New York, le 29 août 1952, se jouait une pièce musicale en 3 mouvements dont les durées étaient respectivement de 33 secondes, 2 minutes 40 et 1 minute 20. Elle fut exécutée par David Tudor, pianiste, qui signala les débuts de partie en fermant le couvercle du piano et les fins de partie en ouvrant le couvercle. 4 minutes 33 où l'instrumentiste ne joue pas, mais où tout ce qui se passait avant et qui était perçu comme bruit parasite, des respirations, des craquements, la ventilation, les froissements, les soupirs, se muait par l'efficacité de l'horizon d'attente en musique, associant le pianiste, le public, le climatiseur au même événement de silence musical. Qu'est-ce qu'aurait fait Somax dans ces circonstances? Et que ferait-il de ce qui caractérise l'humain, cette part d'humain à laquelle nous demandons pourtant massivement aux technologies de pallier l'erreur, l'hésitation, la tentative, la lenteur, l'oubli? Et de l'autre côté, de quoi il fait l'impensé de l'algorithme? Alors, Baudrillard disait « Bienvenue dans le désert du réel ». C'est une phrase qu'on retrouve dans la bouche de Morpheus, s'adressant à Neo dans Matrix. Mais l'expression est obsolète désormais. Le texte de Baudrillard a 40 ans. Le virtuel, c'est du réel. Somax est réel et il travaille à devenir Richax. Alors là, nous sommes comme Bernardo, nous sommes dans la brume. Nous ne savons pas encore et nous ne saurons peut-être jamais qui est là. Merci beaucoup, Claude. Voilà, une théorie des fantômes est essentielle pour comprendre peut-être qui nous sommes, nous, humains. Voilà, la machine nous amène aux fantômes, qui nous amène à cette question, qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? Merci de nous poser cette question vertigineuse. Autre vertige, eh bien, il sera donné pour terminer par François Ansermet. Bon, je suis le dernier à parler. Après, tout le monde va parler en même temps parce que vous allez peut-être dire des choses. On a assisté à une expérience. Et c'est aussi une expérience que d'en parler. Et c'est presque assister à une expérience que de vous entendre parler avant moi en me disant
qu'est-ce que vous enlevez dans ce que j'ai préparé, qu'est-ce que je pourrais ajouter de ce qui a déjà été dit. Enfin, il y a tout un jeu bizarre d'improvisation aussi. Je me dis, ma tête fonctionne après avoir entendu chacun comme le piano de Somax, c'est-à-dire toc, 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 il y a des touches qui se mettent à bouger toutes seules. Et au fond, bon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Moi, j'ai plus de questions que de choses à dire. Je dois dire que c'est ça qui... Je trouvais très bien que vous commenciez par des questions, parce qu'on a envie de dialoguer, comme tu l'as fait aussi. Hein, c'est-à-dire, en même temps, je me disais, bon, est-ce qu'il y a un Somax dans la salle, quoi ? Est-ce que peut-être un Somax pourrait prendre la parole et dire aussi qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette expérience ? Parce que pour moi, au fond, ce qui m'a frappé, c'est tout le temps de me dire qui est Somax ? Qui est Somax ? Qu'est-ce que c'est ? Après, je me disais, qui est José Miguel ? Parce que on dit c'est un dispositif, mais il y a quand même quelqu'un qui est là, qui nous tourne le dos, mais au fond, il y a un jeu quand même. C'est qui ? C'est Somax Richard ou c'est Somax José Richard ? Et puis, je me disais aussi, qui est Richard ? Hein ? J'ai beau le connaître, mais dans l'instant même de l'improvisation, qui est Richard ? Et au fond, pour moi, j'ai vécu cette expérience comme des surprises qui, presque une espèce de tension entre des surprises. Peut-être aussi c'était notre attention. Ça a été dit, il y avait beaucoup d'attention chez ceux qui regardaient, parce qu'on regarde ces notes qui s'abaissent toutes seules, on regarde les écrans au milieu, on se dit, ça c'est la tête de José Miguel, mais qu'est-ce qui se passe comme ça ? Et qu'au fond, on a une sorte de compétition de surprises. C'était les surprises de Somax, les surprises de Richard, les surprises de José Miguel, et au fond, d'où viennent ces surprises ? Hein, c'est-à-dire, pour moi, il y a plus de surprises que d'inventions. Je me suis dit, il y a comme une tension entre surprise et invention. Est-ce que toute surprise est une invention ? Peut-être que quand on compose une musique qui n'a jamais été composée, qu'une note qui n'est jamais apparue, qu'un enchaînement de deux notes qui n'a jamais été imaginé, est-ce que c'est une invention ? Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une faute de goût ? Hein, ça veut dire que ça met en jeu quelque chose qui nous dépasse. Alors, je ne sais pas si ça dépasse Somax, je ne sais pas si José Miguel est lui-même dépassé par Somax, qui vraiment lui joue des tours. En tout cas, on a vu que Richard, par moment, était décontenancé, me semble-t-il, par Somax, parce qu'il lui proposait quelque chose, et contrairement à un autre pianiste comme Horacio, où vous avez un talent d'improviser, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc on est beaucoup dans des instants de rupture, de discontinuité, et puis on rattrape la discontinuité. Après, je me disais, qui rattrape la discontinuité ? C'est Somax, parce qu'il est programmé pour rattraper la discontinuité, ou c'est Richard qui est très accueillant et qui sait d'une note qui tout à coup est complètement inédite, c'est la prendre dans un autre dispositif. Alors bon, à partir de là, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire je me dis, mais qui est Somax ? Qui est là ? Et au fond, c'est très bien comme tu as présenté les choses. Alors bon, comme disait Daniel Cohen de l'ENS, là, qui est disparu récemment, qui a écrit un livre sur l'intelligence artificielle, bon, il dit une chose simple, avec le travail à la chaîne, l'homme devenait machine. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la machine qui devient humaine. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, elle se précipite vers l'humain. Et qu'au fond, on voit que ça n'a aucune pertinence d'opposer l'humain et la machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que la machine enseigne sur l'humain, qu'est-ce que l'humain enseigne sur la machine. Le seul élément, c'est que c'est surtout le fait que l'humain fait la machine qui fait que la machine révèle l'humain à l'humain. Et qu'au fond, il y a un jeu là particulier et qui peut donner, pour de certaines circonstances, le pire, hein, puisque c'est comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein, l'ordinateur, il est fait par les humains, donc il joue des tours d'humains aux humains.
côté mort. Mais ici, on est dans une expérience côté vie. Et la question est beaucoup plus importante. Est-ce qu'il peut y avoir création, vie, avec un dispositif de ce type qui est... Alors, qu'est-ce que ça... Voilà, ça c'est le fond du questionnement, cette tension entre les surprises. Des surprises qui se passent à notre insu. À notre insu, ça fait penser à l'inconscient. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a plus d'inconscient chez Somax que chez Richard. Bon, non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment de totalement à son insu, quoi. C'est-à-dire qu'on sent Richard rattrape, remet, inscrit dans une phrase musicale, compose, crée à toute vitesse sur ce que Somax propose de façon discontinue et complètement. Voilà. Donc à partir de là, l'inconscient, qu'est-ce que c'est si on se met du côté de la psychanalyse, puisque j'ai été présenté de ce côté-là, ça ignore le temps. Donc ça crée quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire un dispositif qui potentiellement met en jeu à la fois le temps et le fait d'ignorer le temps. Et au fond, c'est une composition à l'intérieur du fait de tenir compte du temps et d'ignorer le temps. Et qu'au fond, on peut se dire imitation-invention. Imitation, c'est l'idée de l'inscription dans le temps des traces. C'est la diachronie, c'est la mémoire, c'est des choses déjà inscrites. Alors qu'il y a une autre dimension qui est la synchronie, c'est-à-dire dans l'invention, il y a un surgissement synchronique qui crée du tout à fait nouveau. Et qu'au fond, le vertige de la musique, c'est le vertige qu'il y a entre deux notes. Entre deux notes, il y a une infinité de possibilités, à la limite. Enfin, peut-être encore plus pour Somax que pour d'autres. Parce qu'au fond, on crée une discontinuité radicale à partir de laquelle quelque chose de tout à fait nouveau, inédit, inattendu, une surprise totale, serendipity, pourrait se produire. Et qu'au fond, c'est ça peut-être le mouvement que nous apprend cette dialectique imitation-invention. Qu'est-ce qui est le côté diachronique? Alors bon, en psychanalyse, avec Lacan, on distingue l'inconscient automatone, c'est-à-dire système de traces déjà là, inscrit, trasnésique, mémoire, et puis l'inconscient tuqué. Tuqué au sens Aristote, c'est-à-dire la surprise, l'inattendu, quelque chose que personne n'avait jamais imaginé jusqu'à maintenant. Et qu'au fond, on a l'impression que dans toutes ces écrans, cette machine, il y a la place pour l'inattendu. C'est plutôt une machine à produire de l'inattendu. Alors, peut-être qu'on peut se dire que la machine a plutôt tendance à produire du déjà connu, mais là, non. Dans les mains de José Miguel, ça devient une fabrique de l'inattendu. Et qu'au fond, cette dimension-là, au fond, met en jeu l'instant. Je crois que si on avait une attention, c'est qu'on était tous dans l'instant. L'instant de tout à coup une touche qui s'abaisse, et puis un son qui apparaît. Et qu'au fond, les mouvements de Richard au piano, ses mains qu'on voyait sur le piano, il y a quelque chose qui se compose. Tandis que dans la note de Somax, il y a comme la marque de l'instant. Et puis, dans l'instant, tout peut être joué différemment. J'ai entendu le pianiste Fred Hersch qui dit « L'improvisation est comme un coup de foudre pour l'instant présent ». Je trouvais ça vraiment génial comme définition. Coup de foudre pour l'instant présent. Et qu'au fond, le dispositif mis en place travaille entre diachronie, mémoire, choses inscrites, je ne sais pas comment on le dit en musique, enfin, partition, et puis surprise, inattendue, instant, discontinuité, vertige de l'inattendu. Voilà un peu ça. J'ai composé une formule, imitation plus invention égale création. Simplement, c'est ça au fond. C'est qu'il faut ces deux composantes pour
pour ouvrir une dimension créative. Il faut de l'imitation et de l'invention, donne la création ou donne l'improvisation. Merci François Ansermet. Voilà, nous arrivons au terme de cette soirée. Moi, je vois que ça frémit encore du côté de Somax. J'adore voir cet écran. Je trouve que c'est une image incroyable. Aussi les mains de Richard, aussi le silence de Somax. Mais là, il y a une palpitation, il y a quelque chose qui bat encore. Donc, Somax est encore un peu présent. C'est le fantôme qui respire. Donc, merci infiniment. Merci à tous, à Richard Rentsch, à José Miguel Fernandez, à François Ansermet, à Franck Renucci, à Valéria Vianel-Laudry, à Claude Welcher, à Adèle Monjose et Mehdi Alaoui. Merci, un grand merci à Vincent Kapler, qui a tout au long de cette journée préparé l'événement de ce soir, qui a assuré avec maestria la technique audiovisuelle. Merci à... Oui, on peut l'applaudir. On applaudit. Merci Vincent. Merci à Émilie Pralon de l'agence Radar qui nous a aidés dans la communication, à Virginie Martin, responsable de la communication au Collège des Humanités, et à notre logisticienne fée Valérie Kaltenrieder de l'EPFL. Je remercie nos partenaires principaux, la Fondation Agalma à Genève, l'IRCAM à Paris, bien sûr, et les pianos Boulard à Morges. Et merci beaucoup aussi à 3 personnes qui ont pensé cet événement en amont de la soirée. Jean-Philippe Ansermet, physicien, professeur honoraire de l'EPFL, Sophie Redon, enseignante de chimie au gymnase de Beaulieu, et François Reuze, physicien. Je termine par... Oui, applaudissons-les. Et tout le monde. Et je termine encore par une belle citation de Jacques Derrida qui, dans son livre « Psyché ou l'invention de l'autre », on a tous nos mots là d'aujourd'hui, peut-être, il faut toujours recommencer pour arriver à commencer enfin et réinventer l'invention. Merci beaucoup. Richard voulait ajouter quelque chose. Oui, une petite chose, non. Mais moi, au début, j'étais très sceptique sur ce rapport avec la machine parce qu'il y avait, à mon avis, l'absence du corps qui était vraiment un grand problème. Tu parlais de traces inscrites, François, tout ça, mais tout ça s'inscrit dans le corps. Or, la machine n'a pas de corps. Donc, mais là, je suis obligé de vraiment de changer toute ma manière de penser parce qu'il y a quelque chose qui émane de la machine. Point final, peu importe, dans le fond, par qui c'est émis. Ensuite, on peut dialoguer à condition qu'on ait du temps, que j'aie du temps. Mais là, j'ai changé vraiment voilà, ma manière de réfléchir sur le sujet. Le corps, je pense que ça peut être une question. Est-ce qu'on peut créer son corps ? Le geste artistique, quand on voit un musicien jouer, un violoniste, où le corps est tellement primordial. Eh bien, moi, j'ai plutôt tendance maintenant, avec cette expérience, parce qu'on fait à Galma depuis pas mal d'années, à changer vraiment mon questionnement. Et de dire, voilà, il y a quelque chose qui est donné là. Basta. Corps, pas corps. Un instrument de musique, peut-être. Merci beaucoup. Oui, alors on va se quitter, mais nos invités, nos experts sont toujours là. Vous pouvez leur adresser vos questions, nos commentaires, et puis vous pouvez retourner dans le hall du Rolex Learning Center où il y a des distributeurs automatiques de boissons si vous avez soif. Bon retour chez vous, belle soirée encore, il fait très beau, une des premières belles soirées, merci, au revoir.